Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Bonsoir à vous sur Sud Radio. Merci d'être là, aussi nombreux et nombreux chaque semaine. Merci si vous nous rejoignez et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur sudradio.fr et sur l'application de Sud Radio. À mes côtés pour cette émission, Emmanuel Dalseco. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ce soir, on va parler d'autisme et nos invités, justement, Étienne Pau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué interministériel en charge de la stratégie des troubles du neurodéveloppement et donc fait partie l'autisme. Comme je le disais, c'est notre thème de ce soir. Et aussi à vos côtés, Olivia Catan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente fondatrice de SOS Autisme France. Vous avez aussi écrit un livre à paraître aux éditions Les Impliqués. Voilà, merci Emmanuel Dalseco. Le sens de nos vies qui retrace votre parcours de femme, de maman avec votre jeune garçon. Alors jeune garçon qui a 19 ans néanmoins, Ruben, qui lui-même est atteint, porteur d'autisme, comment on dit ? On va dire porteur. Porteur d'autisme. Eh bien, Sud Radio, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Emmanuel Dalseco, je le disais, on parle d'autisme ce soir et on revient sur le livre d'Olivia Catan, Le sens de nos vies. Alors, il sort le 28 mai. Courez en librairie pour lire cette pépite que moi-même j'ai dévorée en une après-midi jusqu'à 1h du matin. J'étais à côté de ma fille, à chaque fois je lui disais non mais c'est dingue ce qui lui arrive, c'est dingue. Enfin c'était que des rebondissements, une saga familiale qui commence il y a très longtemps. Et puis des choses pas toujours roses parce que finalement votre parcours est assez peut-être paraître assez sombre. Vous avez connu la violence des hommes, vous avez connu la maladie psychique de vos proches, vous avez connu parfois le désamour de votre famille. Et en fait et puis l'arrivée de Ruben, cet enfant autiste qui a un peu bouleversé votre vie et amplifié vos combats. Et en fait, malgré tout, puisque c'est quand même des évocations assez sombres, je trouve que ce livre est lumineux. Parce qu'à chaque fois, vous trouvez la force de survivre parfois. Je crois que c'est la capacité des femmes, de toute façon, à se relever après chaque épreuve. Et c'est pour ça que je suis aussi féministe et que j'avais créé aussi l'association Parole de Femmes, parce que finalement, Parole de Femmes et SOS Autisme se rejoignent. Ce sont toujours le plus souvent en tout cas, les mamans qui s'occupent de leurs enfants en situation de handicap. Et donc, évidemment, on traverse des épreuves, mais on arrive à se relever. On fait part de résilience, on fait preuve de résilience parce que on est au front tout le temps, on est des battantes et donc malgré les épreuves, on arrive à s'en sortir pour porter tout d'abord aussi nos enfants parce que c'est vraiment devenu notre survie, donc ce livre pour moi est en effet très important parce que c'est un livre. C'est l'histoire de ma vie. Alors je dis que c'est un roman, mais c'est quand même bon. Il y a beaucoup de moi dans ce roman. C'est un roman autobiographique, mais j'avais envie de parler justement parce que c'est mon parcours, mais c'est aussi le parcours des femmes. C'est une femme ordinaire, universelle, parce qu'on peut se retrouver dans ce livre au niveau des violences, au niveau de la famille, de ce qu'on traverse en fait dans toute une vie, avec aussi l'amour, parce que il y a beaucoup d'amour aussi dans ce livre. Mais je voulais pas être sombre parce que c'est pas mon caractère ni mon tempérament et donc beaucoup d'amour et beaucoup de courage aussi parce que vous racontez dans ce livre à quel point en France vous étiez dans la déshérence médicale pour poser un diagnostic sur ce qui arrivait à votre fils sans savoir ce que c'était et finalement vous traversez presque l'Europe pour aller en Israël. Disons que moi, le handicap est entré dans ma vie très tôt, puisque mon frère est déjà handicapé. Donc on disait à l'époque psychotique. Il s'est fait diagnostiquer à 45 ans, il est finalement autiste. Donc le handicap, je l'ai porté déjà en tant que sœur, et puis après en tant que mère. Donc évidemment, je ne voulais pas recommencer les mêmes erreurs qu'avaient fait mes parents. Alors évidemment, à l'époque, on avait moins de moyens de savoir, de se renseigner sur l'autisme. Mais c'est vrai que il est passé par les mains des psychanalystes, il est passé par une camisole chimique qui a fait beaucoup de dégâts sur sa santé mentale, sur sa santé tout court. Et donc je ne voulais surtout pas faire ça, refaire le même parcours avec mon fils. Et donc j'ai décidé de le sauver et d'aller chercher des méthodes comportementales pour l'aider, en tout cas à parler déjà, parce qu'il était mutique jusqu'à l'âge de 5 ans.
Est-ce que 20 ans après, alors j'ai dit déshérence, c'est l'errance de diagnostic, est-ce que 30 ans après, vous avez le sentiment quand même que ça va mieux dans la prise en compte sur le plan médical de ces spécificités des troubles du neurodéveloppement ? Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça parce que j'ai malheureusement trop de familles qui me contactent pour me dire qu'elles sont en pleine errance médicale, parce que les médecins sont trop peu nombreux. Alors on a plus d'informations. Oui, on a plus accès à l'information qu'à mon époque. Voilà, le gouvernement fait des choses, donc informe, etc. Mais par contre, les médecins manquent et les places à l'hôpital aussi. Et il faut à peu près encore 1 an, malheureusement, pour avoir un médecin, pour avoir un diagnostic. Et c'est cette attente qui est terrible parce qu'on voit notre enfant aller mal, on n'arrive pas à lui venir en aide tout de suite, on ne sait pas de quoi il souffre et donc on est en plein désarroi. Alors Étienne, en tant que délégué interministériel en charge de la stratégie des troubles du neurodéveloppement, est-ce que vous partagez ce constat ? Alors mon objectif étant responsable de cette politique publique, c'est je pense d'avoir un regard assez réaliste, c'est-à-dire que oui, on a progressé. C'est notamment l'intérêt des plateformes de coordination et d'orientation qui ont permis depuis leur création en 2019 de repérer plus de 100 000 enfants qui étaient concernés par un trouble du neurodéveloppement et plus spécifiquement par l'autisme et qui, sans cette mesure-là, n'auraient pas bénéficié d'un repérage précoce. Et je crois que ce qui est évoqué en filigrane de votre livre et ce que je salue, et ce qui a été interrogé, c'est cette fameuse errance médicale liée à un non-respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Ce qui est fondamental dans notre pays, et là où je peux avoir peut-être une différence de perception, mais je crois très minime, c'est que je ne suis pas sûr qu'on manque de médecins ou de professionnels pour poser les diagnostics. Je crois que l'on manque de professionnels formés, ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que notre enjeu n'est pas tant de produire plus de professionnels, mais bien d'avoir des professionnels en capacité de poser les diagnostics. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point fondamental, c'est que nous avons choisi, au travers des plateformes de coordination et d'orientation, mais aussi au travers des centres de ressources autisme, de poser des diagnostics avec une très grande rigueur. Ça veut dire qu'on fait appel à des batteries diagnostiques, on nomme des échelles qui ont des noms toujours un peu compliqués, qui sont par exemple les échelles ADOS, ADI, qui sont des échelles qui mettent beaucoup de temps à être passées et qui font aussi que c'est difficile d'avoir un rendez-vous parce que plus vous mettez de temps pour diagnostiquer un enfant ou un adulte, plus nécessairement il y a une file d'attente qui peut être plus importante. Donc la réflexion dans les mois à venir, dans les années à venir, c'est toujours mieux sensibiliser et former les professionnels pour que tous, que ce soit psychiatres, pédiatres, pédopsychiatres, médecins généralistes, sachent poser des diagnostics. Et bien sûr, améliorer nos outils diagnostiques pour gagner en rapidité, en évoquant aussi la place des nouvelles technologies, la place de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a de nombreux outils diagnostiques qui, par exemple, utilisent la caméra. On filme les comportements pour savoir ce qu'il se passe. Et il faut aussi regarder de ce côté-là, et c'est un des chantiers que j'ai demandé au Centre de ressources autisme, de réfléchir à comment optimiser le temps diagnostique. C'est pas un gros mot. Il y a 1% de la population française qui est concernée par un trouble du spectre de l'autisme. Si on ne réfléchit pas conjointement à la formation des professionnels et à l'efficacité de nos tests diagnostiques, globalement, on aura toujours du mal. Si je retire votre casquette de délégué interministériel et que je reprends celle que je n'ai pas d'ailleurs mentionnée en début d'émission, celle du médecin, oui. Aujourd'hui, vous portez quel regard sur justement ces diagnostics que vous voulez mettre en place, que vous mettez en place ? Alors je porte un regard qui, je crois, est sans concession sur les médecins qui ne respectent pas les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Je considère que c'est de la maltraitance organisée et que priver un enfant... C'est fort ce que vous dites. Hein. Bravo. Oui, mais priver un enfant d'un repérage précoce, un enfant autiste sévère avec un trouble du développement intellectuel qu'on appelait avant déficient intellectuel, priver un enfant d'un repérage, d'un diagnostic précoce, d'un accompagnement par un orthophoniste, par un psychomotricien, par un ergothérapeute et faire appel à des pratiques qui ne sont pas recommandées, c'est inacceptable, c'est une perte de chance. Et ça, moi, mon rôle, et c'est ce que m'a demandé le président de la République, c'est de lutter contre cette perte de chance. On va continuer sur Sud Radio à parler d'autisme ce soir dans Faut que ça change. Si vous nous rejoignez, ne bougez pas, on fait une très courte pause et en deuxième partie d'émission, on aura aussi le témoignage d'une femme dont on a détecté très tardivement, peut-être trop tardivement, en France en tout cas, on en parlera, le trouble de l'autisme chez la femme, vous verrez, c'est très intéressant. Bougez pas sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Merci d'être encore là sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Ce soir, on parle autisme dans Faut que ça change. À mes côtés, Emmanuel Dalseco. Étienne Pau, vous êtes délégué interministériel à la stratégie des troubles du neurodéveloppement
et en charge notamment du sujet de l'autisme. Et à vos côtés, Olivia Catan, vous êtes présidente fondatrice de SOS Autisme France et vous publiez aux éditions, aidez-moi, Les Impliqués. Voilà, merci beaucoup Emmanuel. Ça ne rentre pas, j'ai du mal. Les Impliqués avec Le sens de nos vies, un livre romancé sur votre vie de femme, de maman, d'un enfant qui est porteur d'autisme. Il se prénomme Ruben et il a 19 ans. Sud Radio, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Alors, juste avant la pub, je le disais, nous allons accueillir le témoignage d'une femme, d'une jeune femme, je ne sais pas, mais en tout cas, je suppose qu'on est toujours jeune quand on est une femme. Quoi qu'il arrive. Bonsoir, Lali. Bonsoir Anthony. Merci d'avoir accepté de témoigner dans l'émission. Faut que ça change. C'est aussi ça. Vous nous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr pour venir intervenir dans l'émission, des sujets qui vous tiennent à cœur. Là, c'est plutôt nous qui avions envie d'aborder avec vous un sujet, en tout cas qui nous semble être très important. Celui du diagnostic. En début d'émission, on parlait d'errance sur le diagnostic que les médecins ont du mal à poser. Étienne Pau disait avec beaucoup de force d'ailleurs que par moments c'était un peu du fait exprès, voire peut-être de la maltraitance. En l'occurrence, il se trouve... Alors, je ne sais pas si, Olivia Catan, on a une statistique en la matière, mais il se trouve que chez la femme, le diagnostic de l'autisme se fait tardivement. Oui, mais pas que chez la femme. C'est vrai que, par exemple, mon frère s'est fait diagnostiquer, il avait 45 ans. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème de diagnostic. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai entendu Monsieur Pau parler des médecins qu'on aimerait former, il y a énormément de travail parce que pour l'instant, il manque de médecins, il manque de thérapeutes. On n'a pas encore d'orthophonistes, de psychomotriciennes. Ça coûte cher. C'est encore à notre charge. Donc, c'est pour ça que je parle souvent d'autisme de riches et d'autisme de pauvres parce que quand on a les moyens de se payer une psychomotricienne, une ergothérapeute, il y a des parents qui peuvent pas le faire. Et aller voir aussi des médecins dans le privé. Donc voilà, tout ça coûte très cher et il y a vraiment un effort à faire sur la formation. N'en parlons pas au niveau de l'école, au niveau des AESH. Ça, c'est encore autre chose. Vous, Lali, vous avez un autisme de pauvre? Je vais rebondir sur l'autisme et sur ces bien sûr. pratiques. D'abord Lali, vous rebondissez, Étienne. Très bien. Il se trouve que j'ai un autisme qui me permet d'avoir rempli un dossier MDPH et qui me permet d'avoir des aides financières pour payer psychomotricien, psychiatre, etc. Un psychiatre, c'est remboursé par la Sécu, mais il y a toujours un déplacement de horaire aussi. Mais un psychomotricien et tous les accompagnements qui peuvent aller avec font que sans ces aides financières, je pourrais évidemment pas accéder à tous les soins dont j'ai besoin au quotidien. À quel âge on a détecté chez vous votre trouble ? Vous disiez, quand j'étais très jeune, à 43 ans, j'en ai 48 aujourd'hui, vous disiez peut-être trop tardivement, non, il n'est jamais trop tard pour bien faire, je crois. Mais finalement, heureusement que j'ai... Non, j'ai dit très ou trop. C'était pas une affirmation, c'était une question, parce que je ne sais pas si dans votre vie, ça vous a créé des difficultés. J'ai une vie jusqu'à mon diagnostic qui a été un enfer parce que à la marge, alors moi ça se manifeste principalement par des gros problèmes de communication, d'interaction sociale. Je ne sais pas être simplement aux autres. Je ne sais pas être au monde tel que le monde attend que les gens soient spontanément. Donc ce n'est pas que des mots que l'on a posés, mais c'est bien un diagnostic qui vous aide à mieux comprendre comment vous êtes pour pouvoir interagir avec les autres ? Mais complètement, parce que tant que vous n'avez pas de diagnostic et qu'on vous dit t'es bizarre, pareil, j'ai connu également des violences sexuelles à plusieurs reprises parce que, comme beaucoup de femmes autistes, je ne vois pas le danger, je ne sais pas interpréter quand on me drague, etc. et que ça amène régulièrement à des situations de danger. Donc, comprendre son fonctionnement, c'est déjà arrêter de culpabiliser par rapport à ce qu'on a pu vivre. C'est arrêter de culpabiliser par rapport à ce qu'on est. Je ne suis pas bizarre, en fait, je suis juste atypique. Mais quand les gens disent qu'on est différent, on n'est pas. Je crois qu'on est tous différents, on est tous uniques. Donc cette notion de différence m'agace un petit peu parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont normaux, tous identiques, et les personnes qui ont un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme ou n'importe quel trouble du neurodéveloppement, seraient toutes identiques, elles de leur côté, ça n'a pas de sens. Donc oui, ça aide vraiment à comprendre et à avoir un accompagnement et des médecins et aussi après un emploi puisque du coup j'ai bénéficié d'une RQTH pour mettre en place les reconnaissance de la qualité de travailleur, travailleuse en l'occurrence handicapée. Étienne Pau, vous vouliez réagir? Oui, très rapidement, dire que bien évidemment qu'il y a un sujet de formation des professionnels. Ce que je veux partager, c'est que
y compris chez les jeunes professionnels qui arrivent, tous ont envie de bien faire, de bien accompagner les personnes, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qu'il faut rappeler. C'est-à-dire qu'on est en plus dans une crise d'attractivité des métiers, ils ont envie de bien faire. L'autre chose, c'est que dès lors qu'on leur amène une formation de qualité, c'est des professionnels qui feront mieux. Mon objectif, moi, il est de tirer tout le monde vers le haut, y compris des personnes qui seraient sur d'anciennes perspectives ou visions de ce qu'est l'autisme. La deuxième chose, c'était pour répondre en partie à ce que disait Olivia Catan, c'est que les plateformes de coordination et d'orientation, elles permettent à tous les enfants entre 0 et 6 ans, puis après entre 7 et 12 ans, de bénéficier d'un accompagnement sans reste à charge pendant 2 ans par un psychomotricien, un ergothérapeute et un psychologue. Oui, mais combien d'heures, Monsieur Pau? Combien d'heures? Non, justement. Il nous faut de la stimulation intensive. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est du repérage et de l'intervention précoce qui, globalement, je vous rappelle, peuvent être cumulés entre les différents forfaits. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Et après, comme ça a été mentionné, il y a en effet le droit commun qui prend la suite au travers des MDPH. Je crois que le sujet, c'est la rapidité avec laquelle on peut actionner ces interventions. Ce que vous mentionnez est vrai. On a beaucoup de familles qui recourent en dehors de tout circuit à des solutions privées. C'est un problème et ça crée en effet un circuit à 2 vitesses. Mais je crois que c'est lié justement à ce temps d'attente que je partage totalement avec vous. Emmanuel Dalseco, si je ramène ma science politique 2 secondes, est-ce qu'on peut quand même dire que depuis 2 quinquennats, l'autisme est au centre des préoccupations des politiques publiques? Au centre des préoccupations, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des par rapport à d'autres d'autres situations de handicap, j'entends. Oui, j'ai l'impression. Enfin, sachant que le travail qui est fait, le travail qui est fait avec les troubles du neurodéveloppement, de toute façon, rejaillit sur de nombreux handicaps. Je crois qu'il y a 680 millions voilà, sur un plan de quoi 680 millions d'euros qui ont été investis sur cette stratégie nationale. Ouais. Par contre, il faut avoir conscience que c'est une stratégie nationale. Bien sûr que c'est du rattrapage par rapport au retard qu'avait pris notre pays. Mais ce qui est vrai, c'est que, y compris dans ce contexte budgétaire que l'on connaît, c'est une stratégie qui a été préservée, et je le dis par exemple avec beaucoup de franchise. Sur ces 680 millions d'euros, il y a eu par exemple 15 millions d'euros sur certaines mesures que sur certains arbitrages, je dis souvent que j'ai perdu. Mais voilà, je le dis en sincérité, le reste c'est combien de temps, Étienne Pau? 5 ans 2023-2027, 4 ans, et en sachant que l'objectif, c'est que après tout ce qu'on inscrit et tout ce qu'on finance aujourd'hui, c'est des financements qu'on appelle nous pérennes. Ça veut dire que quand vous créez des dispositifs, par exemple, on va créer, vous le savez sans doute, vous l'apprenez, des filières pour le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Ces filières, une fois qu'elles sont créées, elles sont financées de façon pérenne. Ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, elles seront encore financées. Alors moi, à chaque fois, j'entends qu'on dit qu'on a beaucoup d'argent sur l'autisme. J'entends aussi qu'on en parle beaucoup. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'autisme. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que sur le terrain, les familles dont nous occupons, et elles sont vraiment nombreuses, ne voient pas justement ce progrès. Quand elles cherchent un professionnel pour avoir un diagnostic, elles attendent 1 an. Quand elles cherchent une orthophoniste, elles n'en trouvent pas. Quand elles cherchent une AESH, on leur dit qu'on n'en a pas. Et on est obligé parfois de déménager, de partir, comme il a fallu que je le fasse, et c'était vraiment pas avec de gaieté de cœur, voilà, pour que mon fils puisse aller au lycée simplement. Alors qu'il avait 15 de moyenne, il n'avait pas des difficultés scolaires liées à son autisme. Donc, je veux bien qu'il y ait de l'argent, je veux bien qu'on en parle. Et pourquoi ces familles sur le terrain ne voient rien? Parce qu'elles ne voient rien. Et je suis la première à ne rien voir. Quand je cherche une orthophoniste pour mon frère, pour l'aider, parce qu'aujourd'hui, en effet, on sait qu'il est autiste, je n'en trouve pas. Donc, ce désarroi des familles, faut l'entendre aussi et essayer de comprendre pourquoi cet argent qui est là, qui est donné à l'autisme, ne correspond pas aux attentes des familles. Alors, il y a quand même un décalage. Moi, j'entends parfaitement. Parce qu'elle fait les questions, les réponses. Allez, on va boire un café. Non, mais je réagis parce que c'est vrai. Non, mais je pense que c'est très important et vous pointez du doigt ce que, en effet, me rapportent beaucoup de familles. Heureusement, il y a aussi beaucoup de familles qui ont bénéficié d'un accompagnement de qualité. La difficulté dans notre pays, c'est la simplification et la lisibilité de nos dispositifs. Il faut reconnaître que dans le champ des troubles du neurodéveloppement et de l'autisme, il y a de multiples acronymes que vous connaissez comme moi. Ouais. Sur l'investissement financier que sont dans les établissements, par exemple, les services médico-sociaux pour des personnes présentant de l'autisme sévère, je dis qu'il y a une responsabilité partagée entre les pouvoirs publics, mais aussi les organismes gestionnaires. Est-ce que tous les établissements de notre pays respectent les recommandations de bonne pratique professionnelle ? Est-ce qu'ils accueillent tous les situations les plus sévères lorsque c'est inscrit dans leur cahier des charges? C'est pas le cas, malheureusement. Et je crois que c'est aussi ce sujet-là de la transparence, notamment sur les admissions, sur qui décide de quel accompagnement peut bénéficier un enfant ou un adulte.
Et je crois, en tout cas j'espère, que je pourrai rendre compte à l'issue de cette stratégie en 2027 de comment ont été investies ces sommes. En tout cas, si on est là, comptez sur nous. Je reviendrai avec plaisir et je pourrai en discuter avec beaucoup de franchise. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a un sujet un peu pointu, un peu chaud, dont vous vouliez finalement parler tous les deux. C'est un scandale que vous aviez mis en lumière, Olivia, il y a quelques années. En fait, dans le livre, je vais quand même expliquer de quoi il s'agit. Que vous aviez mis en lumière dans le livre noir de l'autisme. Vous aviez parlé des malversations d'un laboratoire qui faisait des essais sauvages sur les enfants autistes. En fait, j'en parle aussi dans le sens de nos vies parce que l'affaire Chronimed, c'est une affaire que j'ai eu beaucoup de mal à faire remonter au gouvernement. Et voilà, c'était l'ancienne déléguée interministérielle, donc je peux pas vous en vouloir pour ça, qui a fait vraiment un blocus sur le dossier qu'on voulait sortir. On s'est aperçu que des familles, en fait, avaient des rendez-vous secrets avec des médecins dans des appartements. On leur donnait des ordonnances. Ils allaient dans des ordonnances de plein de médicaments, des antibiotiques, des médicaments contre l'alcoolisme, en fait tout un tas de médicaments. Et puis ces gens allaient dans une pharmacie spéciale, donc il y avait tout un réseau. Et voilà, on a mis en lumière avec une autre maman qui s'appelle Estelle Ast, dont le fils a été l'un des cobayes de ces expérimentations sauvages. Donc on a porté plainte, mais malheureusement, malgré la plainte qu'on a portée depuis, je crois que le procès il a dû. Ça fait 4 ans maintenant. On a l'impression que tout le monde s'est endormi. Étienne, est-ce que tout le monde s'est endormi ? Alors, je le dis en toute franchise, et on en discutait avant l'émission, moi j'ai pas été saisi à l'époque de cette situation. Je tiens à dire à la décharge de ma prédécesseur qu'on partageait en tout cas cet engagement sur le respect des recommandations de bonne pratique professionnelle. Je ne crois pas. Ce que je sais, c'est que sur l'ensemble, globalement, des situations que je dénonce, j'ai toujours la même position qu'on connaît depuis quelques semaines. J'ai été informé, par exemple, d'une prise de position qui visait à dire que le safran pouvait guérir le TDAH. J'ai immédiatement alerté la Direction générale de la santé, la Direction générale de la répression des fraudes. C'est pareil pour les lunettes qui corrigeraient, je dis bien qui corrigeraient les troubles 10 vendus par un célèbre opticien qui m'indigne tout autant. C'est pareil pour ce que j'ai appris récemment, il y a une semaine, concernant des familles françaises à qui on proposerait d'aller dans un pays à l'étranger pour avoir des greffes de cellules souches de cordon ombilical qui pourraient guérir l'autisme. Vous voyez, toutes ces fake news sont un vrai problème. Et je mets... Ouais, mais si la justice ne rend pas compte et je mets sur le même plan ce que dénonce Olivia Catan, vu que c'est pas une situation que je suis, très volontiers que je ferai remonter à nouveau aux services compétents de l'État. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a jamais prouvé quoi que ce soit sur l'efficacité des antibiotiques dans l'autisme. Donc je mets les pieds dans le plat, je le dis. Ça n'est pas indiqué. Que vous devez connaître. Exactement. Ça n'est pas indiqué et à aucun moment on ne peut expérimenter des traitements, quels qu'ils soient, sur des enfants ou des adultes, sans respecter les recommandations en vigueur dans le champ de la recherche. Ça, c'est une évidence. Les antibiotiques, c'est bien pas automatique. En l'occurrence, il faudrait surtout le dire aux médecins, visiblement, qui ont quelques dérives en la matière. Emmanuel Dalseco sur les AESH. Mais il nous reste assez de temps là. Allez-y, c'est moi alors qui je fais très rapide. Vous ne trouviez pas d'AESH pour Ruben. Vous êtes proposé. Et qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire ? Un bilan psychiatrique. Oui, je suis allée chez un médecin. On m'a fait passer un bilan psychiatrique alors qu'aucune AESH ne bénéficie d'ailleurs de cette séance. Mais moi, j'ai eu le droit. Et j'ai pu, grâce à ça, en tout cas, accompagner mon fils pendant 3 ans à l'école et puis après au lycée. Donc, c'était le prix à payer. Mais parce qu'on ne trouvait pas d'AESH, parce qu'il n'y a pas d'AESH. Et plus on avance au niveau scolaire, au lycée, il n'y a plus d'AESH. Et après le lycée, c'est aussi un grand désert. Et ne parlons pas de l'emploi, on n'aura pas le temps d'en parler. Non. Mais 2% de personnes autistes travaillent. Donc c'est pas beaucoup. En 10 secondes, s'il vous plaît, pour ou contre les AESH. En 10 secondes chrono, vous dire qu'il y a 170 000 AESH, c'est la deuxième profession de l'éducation nationale. Ouais. Et donc la question à se poser, c'est pourquoi on continue à avoir des familles en difficulté à l'école. Ouais. Effectivement, on nous écrit beaucoup pour ça. C'est aussi le sujet de la lisibilité des dispositifs. Pour aider un enfant autiste à l'école, vous avez les CESAD, je fais exprès d'utiliser des acronymes, les AESH, les UEMA que je porte, les UEA, l'autorégulation à l'école. Vous avez aussi les SECPA qui peuvent accueillir des enfants concernés par un trouble du neurodéveloppement. Vous avez aussi les ULIS. Est-ce que si on met pas tout ça bout à bout, en réfléchissant plutôt sur un temps humain par enfant d'accompagnement, est-ce qu'on aboutirait pas à une meilleure synergie ? Ça, c'est la première remarque. Sur l'emploi,
On progresse avec notamment la création de SAMSA qui permettent l'insertion de personnes autistes sévères dans l'emploi ordinaire. Et je pense qu'il faut une vraie réflexion sur la montée en charge des ESAT pour qu'ils aillent plus vers le travail ordinaire. Et ça, c'est fondamental. Beaucoup. Étienne Pau, délégué interministériel en charge de la stratégie des troubles du neurodéveloppement et de l'autisme. Olivia Catan, votre livre à paraître, Les Impliqués, enfin le sens de nos vies aux éditions Les Impliqués. Merci beaucoup. Le 28 mai. Et le 28 mai. Emmanuel Del Seco, merci pour cette émission. Vous bougez pas sur Sud Radio. Les programmes continuent juste après la pub et les informations. Merci Daisy Brito à la réalisation.